Bonjour et bienvenue Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI. Vous êtes directeur du département Opinion à l'IFOP et vous publiez, on va voir la couverture, La France sous nos yeux, coécrit avec Laurent Casselliste, une analyse des évolutions de la société française au cours de ces 40 dernières années. C'est un excellent point de départ pour comprendre les enjeux aussi du débat de ce soir sur LCI. Premier débat entre les 5 candidats LR de cette primaire, les Barnier, Bertrand, Pécresse, Ciotti, Juvin doivent convaincre les militants. Pour qui est-ce le plus risqué ce soir, à votre avis? Alors je pense que c'est risqué pour toute la droite en fait, puisque le sondage IFOP fiducial pour le Figaro et LCI, voilà, qui a été rendu public hier soir et que vous diffusez encore ce matin, montre qu'en fait il y a une grande incertitude sur le rapport de force, avec des intentions de vote en faveur des 3 principaux, Bertrand, Pécresse, Barnier, qui vont plutôt tendance, sur cette nouvelle vague d'enquête, à se resserrer. Et donc alors, chacun... Xavier Bertrand perd 2 points. Voilà, donc il passe de 15 à 13. Valérie Pécresse 1 point, de 10 à 9. Donc ils sont entre 10 et 13, à 3. Voilà, 10 et 13. Et donc du coup, pour ces 3 protagonistes qui étaient les mieux placés, eh bien, tout le monde a énormément à gagner ou à perdre, parce qu'il faut faire le break ce soir, dans ce premier débat, puisque au regard de nos chiffres, le début de la campagne n'a pas permis de creuser les écarts. On se souvient qu'avant l'été, Xavier Bertrand avait comme idée et mantra de tuer le match et de creuser l'écart significativement pour que eh bien, sa candidature s'impose comme une candidature d'évidence et une candidature naturelle. Ça n'a pas été le cas. Et lui, comme Valérie Pécresse, qui avait quitté les LR, ont été obligés de rentrer dans le parti, ce qui ne s'est pas fait sans contorsion, pour essayer de, du coup, participer à cette primaire avec derrière l'objectif de, évidemment, avoir les financements qui vont avec. Mais donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une grande incertitude sur le candidat qui serait le préféré. Sachant qu'attention, nos sondages, par définition... on va quand même préciser. Ce sont des sondages, premièrement, et plus que jamais... Attendez, non seulement ce sont des sondages, oui, mais c'est des sondages auprès des Français. Et des sympathisants de droite, mais qui ne sont pas des adhérents. Et, voilà. Et seuls les adhérents, ceux qui ont pris leur cotisation LR, qui sont à date 110 000, seront autorisés et amenés à voter. Ouais. D'ailleurs, donc ce soir, ils vont parler principalement à leurs adhérents, on va dire. La consigne sur la forme, c'est surtout pas de pugilat, hein, pas de congrès bisounours, pour reprendre l'expression de David Doucan ce matin dans le Parisien. Leurs militants ne supporteraient pas? Non, il y a une aspiration très forte à l'unité. Et donc, je pense qu'ils ont intégré cette consigne-là. En même temps, comme dirait l'autre, il va falloir essayer de faire la différence. Et on a vu, au moment de la primaire écologiste, mais on avait vu, a fortiori, puisqu'on parle de la droite, en 2016, que les débats télévisés pouvaient avoir une importance significative, puisqu'il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas sur un débat de présidentiel où on parle à tous les Français. Et donc de passer d'un candidat de gauche à un candidat de droite pour un électeur, c'est quand même assez compliqué. Là, on parle uniquement aux électeurs d'une même famille politique. Ouais. Et donc les mouvements d'un candidat à un autre peuvent être beaucoup plus rapides et beaucoup plus brutaux, puisque, entre guillemets, le prix à payer pour passer d'un candidat A à un candidat B, quand on est dans une même famille politique, est bien moins élevé idéologiquement que dans une élection où toutes les familles politiques sont représentées. Donc le débat a une importance tout à fait décisive. Décisive, même si, encore une fois, la primaire était ouverte en 2016, elle est fermée cette fois-ci. Ce sont des adhérents. Justement, pour prolonger ce que vous dites, est-ce que les militants, tels que vous les connaissez, vous, ils ont une idée qui ne sera pas influencée par des débats, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont structurés, ou est-ce qu'au contraire, ces débats, ils vont avoir, comme vous dites, ils vont être décisifs pour le choix final. Alors, le 4 décembre, hein, moi, je pense qu'ils vont être décisifs pour plusieurs raisons. La première, c'est que lors de la précédente élection présidentielle, la primaire de la droite avait rassemblé 4 millions d'électeurs. Ouais. Donc, en gros, un point, c'était 40 000 électeurs. 10 points, c'était 400 000 électeurs. Aujourd'hui, on est sur 110 000 inscrits. Donc, le point, il est à 1000. Oui. 1000 électeurs. Et encore, si tout le monde vote. Si tout le monde vote, vous voyez. Donc c'est très facile de se déplacer, de faire déplacer donc les écarts. Le deuxième point, vous l'indiquiez, c'est quel est l'état psychologique
et à quoi, si je puis dire, carbure ou fonctionne un militant ou un adhérent, parce qu'ils ne sont pas tous militants, ils sont surtout adhérents de LR. Est-ce que c'est la prime à la fidélité partisane, à la boutique, en disant Michel Barnier, c'est le seul parmi les 3 grands qui ne nous est pas quitté, et donc il a été fidèle à notre maison, donc il a ma voix, ou est-ce les convictions ou les positionnements idéologiques en disant celui-ci est plus libéral, celui-ci est plus Vous avez identitaire. La réponse, c'est assez compliqué. Et le troisième ressort qui, je pense, va compter quand même quand on est dans une formation politique, c'est à la fois ce que je disais, la fidélité ou le patriotisme de parti, mais aussi la volonté d'essayer de mettre en position sur la ligne de départ le candidat de notre famille politique. C'est jouer la gagne. Et voilà, c'est ça jouer que la gagne. Xavier Bertrand vend, lui. Et il vend, mais avec des scores qui sont dans un premier tour entre 13 et 9%. C'est pas forcément évident qu'il y ait une prime automatique à l'un d'entre eux. Ça l'affaiblit. Question d'ailleurs pour revenir sur le sondage, il perd 2 points, c'est léger, 2 points, mais il n'est pas dans une dynamique positive, Xavier Bertrand. Pourquoi? Parce que précisément, en ce moment, il parle plus aux adhérents qu'aux Français. Alors oui, le sondage... C'est Zemmour qui prend aussi des voix à LR. Alors, je pense qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler Éric Zemmour, ou entendu parler d'Éric Zemmour. Oui. Et lui aussi, on l'entend. Voilà, et donc les candidats de droite ont beaucoup de mal à passer le mur du son cette dernière période. Et donc c'était le candidat qui était le mieux placé, ou le moins mal placé, Xavier Bertrand, qui en a pâti. Ce qui est très frappant dans ce sondage, quand on le regarde dans le détail, c'est qu'aucun des 3 principaux impétrants, donc je n'oublie pas M. Juvin et M. Ciotti, mais qui sont quand même assez décrochés, n'est en capacité de rassembler ne serait-ce que la moitié des électeurs qui avaient voté pour François Fillon au premier tour. Même pas la moitié. Même pas la moitié, aucun des deux. Le meilleur, c'est 48% pour Xavier Bertrand. Ouais. Donc c'est très peu, et on voit que cette famille politique LR, qui, on le rappelle quand même, au premier tour de la présidentielle avec François Fillon, c'est 20% des voix. En 2012, Nicolas Sarkozy, président sortant, affaibli par un mandat, fait 27%. Donc déjà, avec François Fillon, on avait descendu une marche. Et là, aujourd'hui, ce noyau dur de 20%, il n'y en aurait plus que à peu près 10 points sur les 20 qui iraient sur un candidat de droite. Les autres électeurs se sont éparpillés, une bonne partie étant attirée par Emmanuel Macron, l'autre sur le duo Zemmour-Le Pen. Et donc on voit que cette droite... Elle est coincée. Elle est coincée, elle est écartelée, et il y a une espèce de malédiction qui s'est abattue sur elle. Et vous vous souvenez, lors de la précédente élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait employé l'image du casse-noix, en disant entre moi et Macron, on va faire le casse-noix et on va fracasser le Parti socialiste. Il ajoutait même, quand on aura bien appuyé, il sortira de l'huile. C'est peut-être le piège du casse-noix qui est en train aujourd'hui de se resserrer sur la droite. Alors tout n'est pas écrit, tout n'est pas gagné, et beaucoup à droite espèrent que cette primaire va permettre de dégager un vainqueur qui va enclencher une dynamique qui pourra desserrer cette contrainte. Alors, l'un d'eux a-t-il une chance d'aller au second tour? Vous allez me dire, rien n'est perdu, mais enfin, c'est compliqué. Vous parliez de malédiction. C'est vrai que Zemmour est une malédiction pour LR, mais certains disent aussi, dans l'état actuel de l'opinion, c'est aussi une chance, parce qu'il abaisse le seuil de qualification. Donc, sur un malentendu, si ça joue entre 15 et 18, si Bertrand, par exemple, ou Pécresse ou Barnier remontaient de 2-3 points, finalement, c'est jouable. Donc, ça, c'est pas perdu. Alors, bien évidemment, c'est pas perdu, et... on peut se dire que le LR peut se rassurer ou se consoler en regardant l'état de son rival de toujours, le Parti socialiste, dont la candidate est à 5% aujourd'hui dans les intentions de vote. Donc LR, aujourd'hui, joue encore un rôle important. Et c'est du coup ce qui rend la primaire particulièrement décisive, c'est-à-dire de 2 choses l'une, soit il y a un candidat qui sort par le haut, qui rassemble... Qu'est-ce que ça veut dire par le haut? Que dans la sortie, une fois qu'il est choisi... Alors premièrement, qu'il est bien élu. C'est-à-dire qu'il... Au premier tour, ce serait évidemment Au premier tour, oui, mais ça semble un peu compliqué. Le 2 décembre. Et une fois qu'il sera élu, et s'il a creusé l'écart, que l'ensemble des autres compétiteurs, sans barguigner, se rallient derrière lui. Et à ce moment-là, ils peuvent espérer créer un semblant de dynamique et qui peut les amener autour de ce seuil de qualification qui est abaissé. C'est l'enjeu dans l'enjeu. Il faudrait qu'il ait une forte majorité ça doit servir, par rapport à ça doit servir de rampe de lancement pour essayer d'accrocher... Au-dessus de 60%, par exemple? Peut-être autour de 60%, mais surtout que ça se passe dans de bonnes conditions et que tous, derrière,
Et après, que tous derrière... Voilà, tire la charrette, se rallie à lui, etc. Parce que le temps file et on sera début décembre. Il y a ensuite la trêve des confiseurs. Et on rappelle que cette année, l'élection présidentielle, le calendrier est avancé de 15 jours. 21 avril 2002, c'était le premier tour. Là, on sera au deuxième tour en 2022. Donc la campagne va être très courte. Et donc le temps file pour LR. Il faut absolument essayer de transformer cette primaire en une espèce de rampe de lancement. Je vais vous dire, parce que c'est vrai que dans votre enquête, vous montrez bien qu'il y a une hiérarchie des territoires, des classes sociales qui a été profondément modifiée ces dernières décennies. Est-ce que cette droite qui balbutie, elle est passée de 27 à 20 et peut-être à 10, elle est passée à côté? Elle l'a pas vu, ça? Alors, elle n'a peut-être pas forcément suffisamment pris en compte. Moi, ce qui me frappe beaucoup, donc on a parlé de cette dispersion de ce qui restait de l'électorat de droite. Mais il y a un autre élément, c'est que quand vous regardez l'analyse par tranche d'âge, c'est absolument stupéfiant. Ça s'était déjà mis en place sous François Fillon, mais dans l'électorat le plus jeune, alors quand je dis jeune, j'ai une définition très extensive, c'est les moins de 50 ans. Sur les moins de 50 ans, aucun candidat de droite ne franchit la barre des 6%. Le mieux placé, c'est Xavier Bertrand. Donc les moins de 50 ans, c'est la France du travail. J'allais vous demander, parce que Frédéric Dabi, qui travaille avec vous, oui. FOP, dit ce matin, la droite, LR a perdu la France du travail. C'est quoi la France du travail? C'est la France qui travaille, comme son nom l'indique, donc qui est en âge de travailler. Oui. Donc c'est des cadres... Quel que soit le... Alors c'est un peu mieux chez les cadres que chez les ouvriers, mais encore une fois... prenons le candidat le moins mal placé, Xavier Bertrand, sur les moins de 50 ans, c'est 6%. 13% sur les 50-64 ans et 24% sur les 65 ans et plus. Donc l'essentiel de l'électorat LR aujourd'hui, c'est l'électorat retraité. Donc on revient à votre question, après ce petit détour par les chiffres. Dans ce livre, nous avons, avec Jean-Laurent Casselli, parlé d'une France d'après, c'est-à-dire la France dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est sortie de cette grande métamorphose des 40 dernières années. On appelle ça la France d'après. Eh bien, dans cette France d'après, force est de constater que les vieux appareils politiques, le PS, on l'a vu aux dernières élections, mais la droite, c'est manifeste aujourd'hui aussi dans les chiffres, n'apparaît plus en phase avec toute cette population qui a grandi dans cette France d'après, dans cette France des 20 ou des 30 dernières années. Et donc on a eu un effet un peu trompe-l'œil lors des dernières élections régionales. On avait dit, est-ce que c'est pas la revanche de l'ancien monde? Dans les faits, c'était vrai, mais on avait 65% d'abstention. Et parmi les gens qui sont allés voter, la moitié avait plus de 65 ans. Et donc, il y a eu quoi? Il y a eu une très forte prime au vieux monde qui a sauvé tous ces sortants, qu'ils soient de gauche ou de droite. On peut espérer pour la démocratie qu'il y ait beaucoup plus de votants à la présidentielle, que donc les cartes soient rebattues. Et dans cet univers où la France du travail reprendra toute sa place, la droite est très handicapée. On rappellera que à la dernière présidentielle, François Fillon fait 30% chez les seniors et 10% aussi sur les moins de 50 ans. Donc il y avait déjà ce décrochage dans la France du travail et la France qui a grandi, encore une fois, dans cet univers profondément modifié. En plus des problèmes d'incarnation et un problème structurel. C'est tout à très fait clair. Alors, beaucoup de questions. Maintenant, je vous demande d'être un petit peu plus ramassé parce que, voilà. D'abord, Zemmour, dans votre sondage, décidément, il fait mieux que s'engouffrer entre la droite et Marine Le Pen. Pour la première fois, l'IFOP le met à un point au-dessus de Marine Le Pen. Pour votre institut, c'est la première fois. Si Xavier Bertrand est choisi, puis il y a une marge d'erreur, et puis c'est moins net avec les autres candidats. Donc, il continue de monter ou quand même on peut considérer qu'il ne monte plus? Non, ça fait en fait à peu près un mois qu'il est sur un plateau. L'essentiel de sa dynamique s'est fait en septembre. Mais c'est un plateau, comme on disait au moment du Covid, qui était un plateau haut. Et aujourd'hui, il fait quasiment jeu égal. Alors, on ne va pas discuter sur le point. En gros, on va dire qu'il joue au même niveau que Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Puisque maintenant, il est au même niveau, alors que jusque-là, vous l'aviez mis un tout petit peu plus bas. Est-ce qu'il y a quand même encore une légère dynamique ou est-ce que son ascension est stoppée? Alors, je pense que pour l'instant, l'ascension est en voie de consolidation. Et que, encore une fois, la primaire de LR va être très importante de ce point de vue-là. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit il ne se passe pas grand-chose et ça n'entame pas le capital d'Éric Zemmour, qui même pourrait continuer de prospérer. Soit au contraire, il y a un effet de refoulement et de containment de la Donc dynamique. Vous dites que son destin dans le potentiel électoral est en partie lié à ce qui va se passer à la sortie du 4 décembre. Voilà, ce qui s'est passé chez LR. Par parenthèse, s'il se présente le 4, le 3, le 2 décembre, s'il choisit cette stratégie, il troll, comme on dit, il parasite la primaire ou pas?
En partie, il l'a déjà bien parasité. On l'a dit tout à l'heure, les autres sont inaudibles. Oui. Marine Le Pen, elle affiche une forme de sérénité en disant la campagne est longue. Moi, je sais ce que c'est qu'une campagne. Sa descente a quand même été vertigineuse. Est-ce qu'elle est encore complètement dans la course? Aujourd'hui, vous voyez qu'elle est à un niveau qui est quand même relativement élevé. Elle fait jeu égal avec Éric Zemmour et ils sont assez loin devant les candidats de LR. Donc la situation qui est la sienne est moins bonne qu'en septembre, avant le surgissement de Zemmour, mais elle n'a pas du tout dit son dernier mot. Ce qui est intéressant, c'est de faire le total des voix qui se porteraient sur elle et Éric Zemmour. On est à peu près à 34%. Donc on dit c'est énorme pour l'extrême droite ou la droite nationale, ce qui est vrai pour un premier tour, mais rappelez-vous, c'est le score de Marine Le Pen au deuxième tour. Ouais. Donc en fait, là encore, ce qu'avait dit Édouard Philippe, la poutre travaille encore après la présidentielle. On voit que la tectonique des plaques s'est engagée et que cette partie de l'électorat de droite qui était prête à voter Le Pen au deuxième tour, eh bien, aujourd'hui, a trouvé son champion autour d'Éric Zemmour. Et donc, ça réduit encore l'assise de la droite classique. Et par ailleurs, Marine Le Pen, elle espérait, par rapport à 2007, virer en tête au premier tour pour reprendre un avantage. Là, l'avantage c'est très compliqué. Donc, il faut déjà qu'elle soit en tête dans sa propre famille politique. Alors, je vous demandais, qu'est-ce qu'un homme de droite, ou une femme de droite d'ailleurs, mais je pourrais vous demander, qu'est-ce qu'un homme ou une femme de gauche? Je veux juste faire allusion à Arnaud Montebourg hier, au grand jury RTL Le Figaro LCI. Il a fait une proposition détonnante. Il a proposé de bloquer tous les transferts d'argent des individus, des personnes qui envoient beaucoup d'argent vers leur pays d'origine. Il dit c'est comme ça qu'on va faire pression sur les pays pour qu'ils acceptent de reprendre les clandestins. Enfin, je résume comme je peux. Tollé à gauche, naufrage. Jean-Luc Mélenchon s'est engouffré dans ce qu'il considère être une erreur. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait, malheureusement, il faut toujours y revenir, la zémorisation des esprits? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est complètement anti-gauche? Donc pour quelqu'un qui veut prendre le lead à gauche Alors, mais ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose qui détonne à gauche, et la gauche ne nous avait pas habitués à ce type de proposition. Après, ce qu'on voit enquête après enquête, mais ça fait une dizaine d'années, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que sur toutes ces questions-là, la société française s'est incroyablement droitisée. Donc on dit, ça se voit pas trop, parce que on voit que la droite est en mauvaise situation, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, Éric Zemmour plus Marine Le Pen, ça fait 34% des voix. Le candidat de droite autour de 12 ou 13. Vous rajoutez Dupont-Aignan à 2 ou 3. Emmanuel Macron, qui est sur un positionnement qui est plus à droite que le sien en 2017. Donc le centre de gravité de la société française s'est déporté vers la droite. Et donc ça se ressent, y compris dans les prises de position d'un certain nombre de candidats de gauche. Alors le même week-end, Anne Hidalgo est allée en pèlerinage, si je puis dire, en Corrèze, à Tulle, pour essayer de récupérer l'imprimature de François Hollande, comme elle était allée 15 jours plus tôt à Lille visiter Martine Aubry. Et on voit que pour le Parti socialiste, on en touchait 2 mots tout à l'heure, comme pour ce qui est de LR, ces vieilles familles politiques, aujourd'hui, sont en très grande difficulté. Et donc, on voit comment le paysage politique est très fortement décomposé, que les repères ont énormément bougé, et que tout ça donne un spectacle assez déroutant. Alors, pour le coup, l'archipélisation, là, elle se poursuit. Elle se poursuit. Une petite question personnelle, Jérôme Fourquet. C'est vrai que vous n'êtes sur aucun réseau social? Oui, c'est vrai, oui. C'est un choix personnel, mais c'est partie prenante, c'est partie intégrante maintenant du paysage. Tout le monde travaille, les réseaux sociaux. Vous ça ne vous empêche pas de sonder les reins et voilà, les cœurs. Alors, on ne peut pas tout faire, voilà, et donc ça prend beaucoup de temps, je pense. Vous n'êtes ni sur Facebook, ni sur Twitter, non, pas du tout, ni sur Instagram. Non, alors il y a le compte... ça vous fait gagner du temps. Hein. Exactement, voilà, pour lire, écrire, analyser, regarder les choses. On essaye. Puis on est présent via l'institut dans lequel je travaille, l'IFOP, qui est, lui, sur les réseaux sociaux. Mais à titre personnel, je n'y suis pas. Mais si vous faisiez de la politique, vous ne pourriez pas vous en... Mais j'en fais pas. Voilà, j'en fais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil indispensable. Mais voilà, c'est une singularité. Merci en tout cas. Bonne journée à vous. Merci de votre invitation et bon courage. Merci. Et ce soir, 20h45, bien sûr, le premier débat LR. On le suivra avec attention. Voilà. Première étape de cette grande affaire. Coup d'envoi de la campagne, et vous avez dit à quel point c'était important. Tout à fait. Dans un instant, le temps avec Guillaume.